Vous êtes chargé de mission habitat et santé mentale, vous êtes sociologue. Quels sont, avant de balancer les premiers slides, quels sont les champs de recherche que vous explorez? Avec quel objectif? Alors, du coup, en fait, ça va être l'objet de mes premières slides. Ben oui, je sais, c'est pour ça que ça les amène. Déjà, je voudrais juste revenir, je ne sais pas si on m'entend. On va vérifier tout de suite. 1, 2, 2, oui, on va vous entendre. Effectivement, je voulais juste revenir sur mon titre. Donc, il y a un titre qui est annoncé dans le programme et il y a un autre titre que je propose aujourd'hui. L'habitat inclusif vers une singularisation de la prise en charge. Il me semble que ce matin, du coup, ce matin, il y a quelques minutes, ça a bien été évoqué par les personnes qui ont introduit la journée, qu'aujourd'hui, il y a une réorganisation des politiques sociales d'insertion ou de lutte contre l'exclusion qui tendent à se réorganiser autour de la personne et de ses besoins en proposant des prises en charge qui sont individualisées. Et donc, le mode opératoire de ça, ce sont des pratiques de travail en partenarial et ça demande un décloisonnement entre les différents champs d'intervention. Donc, j'ai organisé en fait ma présentation autour de la question de cette singularisation de la prise en charge et de voir en quoi, comment ça vient. Ça nous demande en tant que professionnels de réviser nos pratiques. Ma présentation, elle va s'organiser en 3 parties. La première partie, elle portera sur l'observatoire où je travaille. Donc, je suis sociologue, effectivement. Enfin, je suis apprentie sociologue parce que je réalise une thèse de sociologie en ce moment à l'Orsper Samdara, donc c'est un observatoire qui travaille sur des questions de santé mentale et précarité qui est à Lyon. Dans un deuxième temps, donc, je reviendrai un peu sur des notions d'intégration et d'inclusion et voir ce que chacune de ces notions peut porter en termes de valeurs. Et puis enfin, donc la troisième partie, ce sera d'illustrer un peu cette question de l'inclusion à partir de mon terrain de recherche qui porte sur les situations d'incurie dans l'habitat. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Voilà, l'incurie, ça sera un peu plus expliqué, mais du coup, l'idée, ce sont des personnes... je travaille en fait sur des cas, la prise en charge de situations de personnes pour lesquelles on juge que leur façon d'habiter est une façon de mal habiter ou de ne pas habiter un logement. Elle ne correspond pas aux normes ne correspond classiques. Pas aux normes, voilà. Allez, hop. Donc c'est parti. Alors voilà, donc l'Orsper Samdara, donc c'est un observatoire et un centre de ressources pour les professionnels qui est situé à Lyon et nous sommes hébergés par le centre hospitalier du Vinatier, donc qui est un hôpital psychiatrique. Et le fondateur, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, est Jean Furtos, un psychiatre et un sociologue qui s'appelle Christian Laval. Donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire de psychologues, des psychiatres et des sociologues et nous travaillons sur des problématiques de santé mentale en lien avec des questions sociales. Donc nous avons 4 thématiques de recherche, usagers vulnérables et santé mentale. Dans le cadre de cette thématique, il y a surtout des travaux consacrés à la question de la santé mentale des publics en situation d'exclusion. Et une grande partie de ces travaux aussi se consacre à la question de la santé mentale du public migrant. Un autre axe de recherche qui porte sur la participation des usagers. Le troisième sur les modalités de soutien aux professionnels. Et puis enfin, donc nous avons un quatrième axe de recherche sur l'articulation santé mentale et habitat. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi je fais ma thèse sur l'incurie dans l'habitat. Les recherches que nous menons, elles sont directement menées à partir de problématiques du terrain. Donc régulièrement, on est sollicité par des professionnels qui interviennent dans le champ de l'action sociale ou dans le champ sanitaire pour enquêter sur des problèmes qu'ils rencontrent dans leur pratique. Et puis on est aussi un centre de ressources. Donc, on propose des séminaires de réflexion, souvent qui sont interdisciplinaires sur des thématiques précises. On organise également des journées d'études, comme ici. On a également des films pédagogiques. Donc, par exemple, sur l'incurie, on vient de sortir un petit film pédagogique sur notre site internet. J'en profite pour le dire. Et puis, nous publions également la revue Rhizome. Donc, je ne sais pas si certains connaissent. À titre d'information, donc le dernier numéro portait sur les pratiques dites de l'allée vert. Et puis en 2019, il y a un numéro qui sortira qui s'appelle Habiter, cohabiter. Et puis enfin, la dernière caractéristique de notre observatoire, c'est que toutes les ressources que nous proposons pour les professionnels, elles sont directement en lien avec les recherches que nous menons. Donc c'est à partir des résultats de nos recherches, de ce qu'on voit sur le terrain, et puis c'est aussi dans un dialogue avec les professionnels auprès de qui nous travaillons que nous élaborons nos formations et nos ressources. Alors, la création de cet observatoire, elle résulte d'un double mouvement, ou alors plutôt de 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est celui de la question de la souffrance psychique qui vient impacter le champ de l'intervention sociale.
Donc, dans les années 90, la notion d'une souffrance psychique d'origine sociale émerge, et cette notion vient désigner une manière particulière de souffrir par le social. Donc déjà, ça renvoie au fait que dans nos sociétés modernes, qui sont caractérisées par une montée de l'individualisme, l'échec social est de plus en plus vécu sur le mode de la responsabilité individuelle. Ainsi, à partir à peu près des années 70, où il y a une crise économique et puis un chômage de masse, les professionnels qui interviennent dans le champ de l'action sociale sont de plus confrontés à des usagers qui viennent exprimer leur souffrance sur les lieux du social. Dans ce contexte, on observe des professionnels qui développent des pratiques d'écoute qui visent à prendre en charge cette souffrance psychique, donc qui mettent en œuvre des pratiques dites cliniques par des travailleurs sociaux ou en invitant des psychologues à participer à la prise en charge de ces personnes en situation d'exclusion. Donc, dans ce contexte, l'ORSPER est créé en 1996 et les premiers travaux visaient à venir qualifier ces pratiques mises en œuvre dans le champ de l'action sociale, ces pratiques d'écoute, ces pratiques cliniques, et de les inscrire dans un champ qu'on appelle aujourd'hui la clinique psychosociale. Et donc ça, c'était un sujet plutôt sensible, car il s'agissait de venir qualifier de clinique des pratiques qui se faisaient en dehors du champ médical et en dehors de la psychiatrie. L'autre phénomène, donc à l'origine de l'ORSPER, c'est la question sociale qui vient impacter la psychiatrie. Donc déjà, il y a la question de la sectorisation, où on souhaite ouvrir la psychiatrie et se pose la question de l'intégration des personnes, des patients dans la cité. Et puis d'autre part, donc avec l'émergence de cette notion de souffrance psychique d'origine sociale, il s'agit de voir aussi comment la psychiatrie peut, au-delà de certaines pathologies ou de certains troubles, a toute sa place désignée pour soigner ces problématiques de santé mentale. Et puis enfin, il y a aussi tout un champ de la psychiatrie qui va s'impliquer dans le champ de la précarité. Ça a été évoqué ce matin. Aujourd'hui, on observe la prévalence de troubles psychiques dans les populations sans domicile fixe. Et donc sur ce point, voilà, c'est aussi une question qui est toujours en débat sur les liens entre la psychiatrie et le champ de l'action sociale. Et on voit que c'est toujours assez sensible parce que effectivement, même s'il y a quand même une volonté aujourd'hui de décloisonner, on voit bien que l'implication de la psychiatrie dans le champ de l'exclusion de la précarité est quand même toujours cantonnée à des postures portées par les médecins ou certaines politiques d'établissement. Aujourd'hui, donc, la question de la santé mentale et la façon dont ça s'articule avec des questions sociales a tendance à se complexifier. D'une part, on voit qu'il y a une diversification dans le champ de l'action sociale et dans le champ de la précarité, on voit qu'il y a une diversification des publics. Donc depuis la crise économique, de plus en plus de personnes, et donc ça continue aujourd'hui, ont recours au système d'assistance. Donc le public de la figure de la précarité, les publics auxquels les travailleurs sociaux sont confrontés, ne sont plus vraiment représentés par la figure du SDF classique. Et puis du coup, dans ce cadre-là, on voit aussi aujourd'hui comment la question des migrants peut venir aussi prendre une large place dans cette question de la prise en charge de lutte contre l'exclusion. Donc aujourd'hui, la précarité, ça ne renvoie plus à une catégorie homogène. Elle se saisit dans la complexité de la situation sociale de chaque individu. On parle plus de vulnérabilité, et cette vulnérabilité, elle est située dans le temps et dans l'espace. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu à repenser la question de la santé mentale au regard des différentes situations, de la diversité de ces situations qu'on peut voir dans les personnes qui sont en situation d'exclusion. Donc santé mentale et migrants, santé mentale et précarité, etc., ça se décline. D'autre part, il y a une promotion de la question de la santé mentale avec une définition très extensive. Je rappelle la définition qu'en donne l'OMS. La santé mentale, ça désigne un état de bien-être qui permet à chacun de se réaliser soi-même, de faire face aux difficultés de la vie et de travailler avec succès, et d'être en mesure d'apporter sa contribution à la communauté. Donc aujourd'hui, la question de la santé mentale, elle n'est pas circonscrite à la question de la folie ou de la précarité. Cela concerne tout le monde. La santé mentale s'invite dans des lieux plus ordinaires. On parle de santé mentale au travail, on parle de santé mentale dans la politique de la ville et même dans les politiques de relogement. Troisième point de cette complexification, de cette articulation santé mentale et sociale, c'est le développement de nouveaux paradigmes dans le champ de la psychiatrie. Donc ça a été évoqué encore ce matin, on voit qu'il y a de nouveaux concepts ou nouvelles notions qui émergent comme la réhabilitation, le rétablissement, qui visent à développer de nouvelles pratiques de soins qui prennent en compte la personne dans son environnement et qui visent aussi l'autonomie de la personne. Et puis, quatrième point qui vient complexifier cette articulation, c'est
une désinstitutionnalisation, donc je suis pas sûre que ce soit le terme approprié, mais on est quand même dans un contexte où on remet en cause le modèle institutionnel, et donc cette désinstitutionnalisation, elle vient impacter fortement les établissements sanitaires et médico-sociaux, et donc il y a un enjeu aujourd'hui d'inventer de nouvelles pratiques de soins et d'accompagnement en dehors des établissements, donc à domicile, dans la cité. Donc à ce titre, ça a été évoqué ce matin et je pense que ce sera encore évoqué dans l'après-midi et dans la matinée. Je renvoie donc au programme Housing First qui se déploie en ce moment à l'échelle nationale. Et donc ce projet propose un accès direct au logement pour des personnes sans abri avec des pathologies mentales et dans le cadre duquel le soin et l'accompagnement doivent se faire à domicile avec des équipes pluridisciplinaires. Donc face à la complexité des situations de l'articulation santé mentale et habitat, aujourd'hui, prendre en charge cette complexité, ça revient à singulariser, à individualiser l'accompagnement. Et donc face à ça, le mode opératoire qui est préconisé, c'est celui d'une intervention partenariale, un décloisonnement entre les différents champs et d'essayer de faire équipe autour de la personne et de ses besoins. Donc on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Je souhaiterais revenir sur les différentes valeurs et principes auxquels les notions d'intégration et d'inclusion peuvent renvoyer. Puis dans un troisième temps, je vous parlerai de mon terrain. Donc on observe aujourd'hui dans le champ des politiques sociales, les politiques d'insertion et de lutte contre l'exclusion, un changement de lexique autour de la notion d'inclusion. Donc cette notion semble venir plus ou moins se substituer à la notion d'intégration qui organise jusqu'aujourd'hui les politiques sociales. Alors l'intégration, la première caractéristique de ce terme, c'est que cette notion est indissociable de la notion de séparation. Pour intégrer, il faut considérer une séparation entre ceux qui font partie d'un tout et ceux qui en sont exclus. Donc dans un modèle intégratif, l'accès à la cité ou à la société, si vous préférez, s'opère par le rapprochement de la personne à une norme. L'intégration se réfère donc à des normes qui sont instituées. Et par exemple, on voit aujourd'hui comment, en ce qui concerne la question de l'accès au logement et de l'insertion par le logement, l'accès au logement est conditionné par le fait qu'on a éprouvé chez la personne ses capacités à vivre de façon autonome. Troisièmement, la question de l'intégration, elle renvoie à des pratiques intégratives qui visent à accompagner une personne pour qu'elle se rapproche le plus possible d'une norme. Donc ces pratiques, on peut les évaluer, on peut voir, concrètement, on peut les observer et les évaluer. Et puis enfin, dans un modèle intégratif de société, le principe qui organise le rapport entre les individus, c'est l'égalité entre tous. Il y a donc des régimes normaux et des régimes d'exception qui visent à prendre en charge ceux qui sont exclus. Donc maintenant, on va voir comment la question de l'inclusion vient nuancer finalement tout ça. La première caractéristique, c'est que la notion d'inclusion, elle renvoie à la diversité. Dans une société inclusive, la norme, c'est la diversité. L'accès à la cité ou à la société ne s'obtient pas par le rapprochement à une norme, mais c'est un droit inaliénable. Chacun a le droit de prendre part à la cité, et ça, dès le début, quel que l'on soit. Une société inclusive est donc constituée de personnes, d'entités singulières. Donc les personnes ne sont pas reconnues par rapport à travers leur capacité à s'adapter à une norme, mais à travers leur singularité qui est constitutive de leur identité. Donc il y a une dimension identitaire qui est très forte dans la question de l'inclusion. Troisième point, c'est que l'inclusion, à l'inverse de l'intégration, c'est pas complètement l'inverse, mais l'inclusion, elle renvoie plutôt à des valeurs, à une éthique, c'est une perspective à mettre en œuvre. Mais en tout cas, pour le moment, on ne peut pas observer l'inclusion en termes de pratique. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut mettre en place des pratiques. Et l'enjeu, c'est de voir qu'est-ce qu'on met en place comme pratiques qui sont en accord avec les valeurs et l'éthique véhiculée par l'inclusion. Dans ce contexte, il me semble que l'enjeu d'une pratique inclusive, c'est donc bien d'intégrer, ou plutôt d'inclure la personne dans la cité, sans compromettre son identité, donc sans compromettre ce qu'elle est. Et puis enfin, dernière caractéristique, donc c'est la question de l'équité, mais du coup on ne voit pas dans la slide, je suis désolée, c'est tout en bas. Donc c'est un point important, il me semble.
avec l'inclusion, partant du principe que toutes les personnes sont différentes, on considère toutes les personnes dans leur diversité, dans leur singularité. Il n'y a pas d'égalité de fait, puisque nous sommes tous différents et que nous sommes tous des personnes singulières. Les rapports entre les personnes ne sont donc pas pensés en termes d'égalité, mais d'équité. De façon concrète, cela nous demande d'agir de façon adaptée et modulée selon les besoins de chacun, selon les besoins de la personne que l'on a en face de nous. Je vois que beaucoup de participants prennent des notes. Où est-ce qu'elle est, Annie Sotro? Est-ce que vous pensez que ce sera possible, ce que nous avions évoqué, que les slides des intervenants soient à disposition? Tout à fait? Ok. Donc, continuez de prendre vos petites notes parce qu'il n'y a rien de mieux, mais sachez que si la partie qui est en bas, par exemple, vous ne l'avez pas eue, ce sera à disposition. On vous dira cet après-midi comment faire www, etc., etc. Est-ce que vous voulez... Allez. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Et il faut que je m'y retrouve. Donc, eh ben là, c'est le slide de voilà, le logement comme opérateur de l'inclusion sociale. Donc voilà, aujourd'hui, on voit que la question de l'inclusion, elle est déclinée dans les politiques sociales. Donc elle vient qualifier des lieux qui sont censés participer à notre intégration dans la cité. Donc aujourd'hui, on parle d'écoles inclusives, à titre d'exemple. Ou alors elle vient qualifier des lieux dans lesquels on est censé éprouver notre droit inaliénable d'accès à la cité. Et donc là, je pense à la ville inclusive. L'espace public doit se rendre disponible à tout le monde, quel qu'il soit. Et puis enfin, aujourd'hui, il y a toute une réflexion qui se met en place autour des opérateurs de cette inclusion. Donc le travail essentiellement, et puis en ce qui nous concerne aujourd'hui, le logement. Donc dans ce contexte, la question de l'habitat inclusif se pose comme l'opérateur de cette inclusion, l'inclusion sociale pour des personnes en souffrance psychique. Et donc cet habitat inclusif, il doit se présenter comme il doit permettre de réaliser les conditions qui permettent à la personne de se sentir chez soi et de vivre dans la cité. Et il me semble que cette question de l'habitat inclusif, elle nous invite à engager une réflexion à 3 niveaux. Premièrement, au niveau des pratiques, donc comme évoqué tout à l'heure, comment mettre en place des pratiques qui sont en cohérence avec les valeurs éthiques et l'éthique véhiculée par la notion d'inclusion. D'autre part, sur un plan institutionnel, si l'habitat inclusif s'inscrit effectivement dans cette perspective d'inclusion où tout le monde, malgré ses différences, a un droit d'accès à la cité inaliénable, est-ce qu'il faut œuvrer dans la perspective d'une généralisation de l'accès au logement ? Et donc, il me semble que cette question-là, elle nous invite à réfléchir sur les facteurs qui font obstacle à l'accès au logement. Et en ce qui concerne des personnes en souffrance psychique, il me semble qu'il y a tout un travail à mettre en place autour de la question de la stigmatisation de ce public qui fait souvent obstacle pour l'intégration dans un logement ordinaire. Donc, dans ce cadre-là, il me semble qu'il y a tout un travail à faire aussi avec les acteurs du logement. Et puis enfin, un troisième niveau de réflexion, donc c'est sur un plan politique. Cette question de l'inclusion, elle nous invite aussi à repenser notre conception du vivre ensemble. Et il me semble que ce vivre ensemble, pour ce qui est de l'inclusion, il est aussi bien à penser au niveau du voisinage qu'à un niveau sociétal. Donc, c'est à partir de mon terrain de recherche qui porte sur l'incurie dans l'habitat que je vais essayer d'illustrer, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais des 2 cas en fait, sur lesquels j'ai travaillé et dans le cadre desquels j'ai été amenée à voir des professionnels ou des voisins qui mettaient en œuvre des pratiques pour maintenir au final la personne, essayer de maintenir la personne dans son environnement et tout en s'adaptant au plus près à sa façon d'habiter et à ce que la personne était. Donc ma recherche porte sur les situations d'incurie dans l'habitat et littéralement l'incurie signifie l'incapacité d'une personne à prendre soin de son logement. Donc la prise en charge de ces situations, elle convoque différentes logiques d'action qui problématisent cette question de l'incurie comme une façon de mal habiter un logement au regard de différentes références, au regard de différentes normes. Donc, en général, on a 3 cadres de problématisation. D'une part, il y a la dimension sanitaire qui est problématique sur ces situations. Donc là, on vient agir sur les effets occasionnés par le logement en termes de santé, des conséquences que ça peut avoir sur la santé de la personne ou de son environnement. D'autre part, il y a une dimension capacitaire dans cette question de l'habiter qui est problématique au regard d'un principe d'autonomie dans le logement.
Et puis enfin, il y a aussi une dimension psychologique. Donc il y a tout un champ ou certaines postures de psychiatres qui visent à problématiser l'incurie comme le symptôme d'une pathologie qui serait sous-jacente. Donc sur mon terrain, concrètement, j'accompagne en fait des professionnels qui peuvent être des services d'hygiène, des équipes mobiles de psychiatrie ou des travailleurs sociaux qui interviennent à domicile et qui appliquent ces logiques d'action et qui essayent d'accompagner la personne dans ce cadre-là, en considérant que cette façon d'habiter est une mauvaise façon d'habiter. Mais j'ai surtout observé des professionnels qui sont confrontés à des habitants qui sont souvent résistants et réfractaires à ces interventions, parce qu'ils font valoir le droit à vivre comme ils l'entendent. À vivre différemment. À vivre différemment. Donc il y a une tension très forte sur mon terrain entre, effectivement, il faut faire appliquer des normes, et en même temps, on est face à une personne qui fait valoir ce droit de vivre différemment. Et en tant que professionnel, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de considérer cette dimension-là. Donc concrètement, les professionnels auprès de qui j'interviens, c'est pas forcément des interventions bulldozer. Il y a vraiment ce souci de la personne qui vient impacter leur pratique et pas seulement que chez des professionnels qui sont des travailleurs sociaux ou des soignants. Des professionnels qui interviennent dans des services d'hygiène ont aussi ce souci à faire attention à la personne. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc voilà, donc c'est face à cette tension-là qu'aujourd'hui, sur le terrain de l'incurie, j'observe le développement de pratiques partenariales, en fait, des stratégies mises en place par les professionnels ou des dispositifs expérimentaux dans lesquels on tente d'articuler la prise en charge de la personne et la prise en charge de l'environnement et de considérer les conséquences de notre intervention sur la personne. Donc, en gros, il y a une sorte de problématisation de la question de l'incurie dans le champ de la santé mentale. Et concrètement, voilà, c'est un sujet qui est souvent traité dans le cadre des CLSM ou qui fait l'objet de partenariats institutionnels entre des centres hospitaliers, de la ville, etc. Ou des dispositifs expérimentaux, je pense particulièrement à un dispositif à Lyon, qui est une équipe pluridisciplinaire où ce sont des travailleurs sociaux et des psychologues qui interviennent ensemble à domicile chez la personne. Donc voilà, c'était vraiment pour dire que aujourd'hui, je pense on ne peut pas faire autrement en tant que professionnel que de se soucier de la personne. Mais sur mon terrain, je suis désolée, j'ai un peu perdu mon fil. Sur le terrain, on va aller voir le cas de la famille. On va aller voir le terrain. Voilà, donc sur mon terrain, donc à partir de 2 cas que je vais vous décrire, j'observe des situations aussi où des professionnels ou des voisins mettent en œuvre des stratégies, des pratiques pour essayer de maintenir ces personnes dans le logement, donc de maintenir les personnes en tant qu'habitants. Donc le premier cas, c'est celui de la famille Fleur, donc la famille F. Donc la famille F était composée de Madame et Monsieur F, qui avaient à peu près 70 ans, et de leur fille Patricia, qui avait une 50aine d'années, qui avait une allocation adulte handicapé. Donc la prise en charge de cette famille et de leur logement débute avec le signalement d'un professionnel de Darty qui était venu pour réparer un frigo. Ce dernier, comme il ne peut pas faire l'opération sur le frigo, signale l'insalubrité du logement à son directeur. Et par un effet boule de neige, la situation est finalement relayée aux services sociaux qui viennent intervenir sur la question de l'autonomie dans le logement, aux services sanitaires et à une équipe de psychiatrie qui a été mobilisée pour différentes raisons, mais qui voit dans cette façon d'habiter le logement une pathologie sous-jacente. Le logement ayant été finalement jugé comme étant inadapté au regard d'un manque d'autonomie des habitants, l'intervention a abouti à un nettoyage du logement et à un placement plus ou moins contraint de la famille en EHPAD à plusieurs kilomètres de chez eux. Au cours de l'enquête, les professionnels que j'ai accompagnés me confient que les voisins n'ont jamais rien fait. Donc pour eux, c'est une non-assistance à personne en danger et ils sont plutôt indignés de l'absence de signalement des voisins. Donc ça me conduit à aller enquêter auprès des voisins et finalement je rencontre une communauté de voisinage qui, par l'aménagement de pratiques de cohabitation, ont permis jusque-là à la situation de se maintenir. Autrement dit, jusqu'au signalement de Darty,
Il n'y a jamais eu de remise en cause de la présence de cette famille dans la copropriété, malgré les troubles que leur façon d'habiter pouvait occasionner. Alors j'ai pu observer du coup deux choses à travers mon enquête auprès du voisinage. Premièrement, c'est ce que j'appelle, donc je suis désolée, c'est un peu jargonneux, mais l'instauration d'une réciprocité civile entre voisins. Donc en fait, l'idée, c'est de dire que dans le cadre de cette cohabitation, les rapports de voisinage sont organisés en termes de réciprocité, fondés sur des rapports civils. Autrement dit, lorsque Luc, donc c'est le voisin qui parle, rencontre Madame F, la première chose qu'il lui reconnaît, ce sont des qualités, ce sont des compétences civiles. Donc ses qualités en tant que voisine, c'est qu'elle se montre polie, elle est aimable et elle engage la conversation facilement. En retour, c'est dans le cadre de cette civilité que les problématiques de cohabitation qui sont occasionnées par les troubles occasionnés par la famille F sont traitées. C'est ainsi que Luc, par exemple, ne fera que piquer de grosses colères par rapport à l'encombrement des parties communes, mais sans pour autant remettre en cause la légitimité de la famille F dans le voisinage. C'est ainsi aussi que les voisins feront effectivement remarquer à cette famille qu'il y a de mauvaises odeurs dans les parties communes, mais sans jamais pointer que celles-ci viennent probablement de leur logement. Et donc, plus précisément, c'est dans le cadre de cette civilité qui s'instaure entre eux que se met en place une forme de bienveillance visant à accepter la famille F telle qu'elle est. Par opposition, pour essayer un peu d'illustrer ça, donc Luc, le voisin, me dira que Madame F ne souhaitait jamais être aidée. Autrement dit, si les problématiques avaient été abordées dans un rapport éducatif, donc ça je l'oppose à un rapport de civilité, autant dire que la relation aurait très vite basculé dans le conflit et la cohabitation serait vite devenue insupportable. L'autre chose que j'observe, donc, c'est que les effets indésirables qui sont produits par la façon d'habiter de la famille F ne sont pas jugés par les autres voisins au regard de normes de cohabitation, mais ils sont considérés au regard d'une histoire singulière de cette famille. Donc ces difficultés de la famille F, elles sont portées à la connaissance du voisinage, justement par le biais de ces pratiques civiles, que sont les conversations de voisinage, ou simplement par la visibilité qu'offre la cohabitation sur la vie de chacun. Ainsi, les voisins sont au fait des difficultés auxquelles cette famille fait face. Monsieur F est très malade. Patricia, la fille, a une allocation adulte handicapée. Elle souffre d'obésité, tout comme Madame F, qui a également des problématiques de santé. Donc, dans le voisinage, on finit par tenir compte de ces difficultés. Et dans ce cadre, Madame F n'apparaît pas sous la figure d'une mauvaise habitante, mais plutôt sous la figure d'une personne méritante, celle qui gère tout. Ainsi, les écarts dans la pratique de cohabitation ne sont pas jugés au regard d'une norme et de bonnes pratiques en termes de cohabitation, mais sont vraiment perçus comme les conséquences d'un mode de vie difficile, d'une façon d'habiter particulière liée à une histoire de vie singulière. Donc il y a une forte acceptabilité. Il y a une forte acceptabilité qui se met en place autour d'une prise en considération de la famille F comme une famille singulière. La spécificité de cette famille. Spécificité de cette famille, et qui se met vraiment en place par, par une forme d'enquête que le voisinage met aussi en place. Parce que du coup, comme ils ont une visibilité minimum sur la vie de cette famille, c'est ce qui leur permet aussi en retour d'échanger. Ouais. Ouais. Allez, combien de temps ? Oui. Un quart d'heure. Oui, mais je voudrais qu'ils puissent rester 5 minutes pour dialoguer avec la salle. Je vais essayer d'aller plus vite. À l'essentiel. Donc voilà, donc simplement pour dire, pour cette famille, la prise en considération de leurs difficultés conduit la communauté de voisinage à instaurer des rapports équitables entre les voisins. Donc concrètement, ça prend la forme d'aménagement de la cohabitation. Donc une voisine va mettre de l'encens dans les parties communes pour masquer les odeurs. Luc va décider de reporter l'opération de débarrassage des parties communes au regard des difficultés de Madame F. Donc voilà, le maintien de cette famille dans la communauté de voisinage, elle passe par l'instauration de rapports équitables, dans lesquels les voisins sont considérés de façon singulière au regard de la singularité de leur histoire. Et là, c'est un deuxième cas qui met en scène des professionnels. Donc le cas de Monsieur M, il se passe dans une résidence sociale qui intègre des personnes à faibles ressources. Et donc Monsieur M intègre cette résidence il y a une 20aine d'années. Donc au moment où se déroule mon enquête, plusieurs troubles se sont manifestés, l'incurie du logement et une perte d'autonomie de Monsieur M.
Donc au regard de ces troubles, M. M se montre comme une personne qui n'est plus adaptée au lieu. Le bailleur, en définitive, cherche à le transférer en EHPAD ou dans un lieu plus adapté. Dans ce cadre, Louisa, qui est responsable de la résidence, et Jean, qui est infirmier d'un dispositif de médiation, vont tout faire pour maintenir la présence de M. M dans cette résidence, ou tout du moins dans ce quartier dans lequel il vit depuis 20 ans. Donc Louisa, en tant que responsable de résidence, elle a une double responsabilité. Elle est responsable du fonctionnement collectif du lieu, et puis elle a aussi en charge l'accompagnement social de chaque résident. Et donc le fait qu'elle soit responsable de la gestion collective du lieu, ça implique sa présence quotidienne et physique sur place, et de fait, ça lui permet d'observer l'évolution des personnes dans le lieu, l'évolution de chaque résident. C'est dans ce cadre qu'elle perçoit un processus de précarisation de M. M. En gros, elle observe que M. M se met à fouiller les poubelles de la résidence, et du coup, elle le met tout de suite en lien avec le fait qu'il a perdu son emploi. Et du coup, ça, Louisa le sait, parce que du coup, elle a vraiment cette double fonction de gestion du lieu et gestion des personnes. Donc, le trouble, donc celui de la précarisation ou de la perte d'autonomie de M. M. Depuis qu'il a perdu son emploi, voilà, M. M vit sur ses réserves d'argent, alors qu'il a le droit à des allocations chômage. Donc Louisa, en fait, découvre qu'il n'a pas recours qu'il ne fait pas ses démarches administratives. Donc pour Louisa, en fait, finalement, elle va enquêter sur ce cas. Et en fait, elle s'aperçoit que là où avant, le cadre de son travail lui permettait de pallier à ses difficultés, comme faire ses démarches administratives, depuis qu'il a perdu son emploi, il s'agit de trouver, en fait, maintenant, un autre support pour réaliser ces tâches administratives. Donc c'est dans cette perspective qu'elle va déclencher une mise sous tutelle. Autrement dit, la perte d'autonomie ou la précarisation de M. M, ce n'est pas jugé à l'aune d'une perte de capacité de cet individu, mais au regard de l'évolution de sa situation et du contexte. Donc Louisa, en fait, elle décide d'agir sur le contexte en cherchant à le mettre sous tutelle pour l'aider dans son quotidien et du coup faire ses démarches administratives. Et du coup, on voit qu'elle applique le même raisonnement à la question de l'incurie. Depuis la perte de son emploi, M. M est beaucoup plus fréquent dans son logement. Des troubles d'incurie ont commencé à se manifester. Donc, dans cette optique, l'incurie est perçue comme la conséquence d'une présence beaucoup plus intense de M. M qu'auparavant dans le logement. Donc, dans l'optique de le maintenir dans le logement, c'est avec le tuteur avec qui M. M a noué des rapports de confiance qu'on va mettre en place un nettoyage régulier de la chambre que le tuteur fera. Mais le problème, c'est qu'au moment où le tuteur change, du coup, les nettoyages ne peuvent plus se faire. Et du coup, les plaintes recommenceront. Donc Louisa, finalement, décidera de changer M. M d'étage. Mais voilà, toutes les actions de Louisa, elles vont consister à agir sur le contexte et pas forcément à agir sur la personne. Donc voilà, la problématisation que fait Louisa des troubles, ce n'est pas interprété au regard d'une perte de capacité ou d'une défaillance de l'individu, mais au regard de l'évolution de la situation et du contexte. Cependant, voilà, ces pratiques que Louisa va mettre en place sur le contexte, elles ne résisteront pas à une évolution importante de la résidence. Lorsque le bailleur transformera ce lieu d'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le maintien de M. M n'est juste plus du tout possible. Et donc, face à la résistance dont il fait preuve, il ne veut pas partir de la résidence, le bailleur fait appel à un dispositif de médiation. Donc c'est là où intervient Jean, c'est un infirmier d'un dispositif de médiation aux soins qui pratique ce qu'on appelle qui a une démarche dite d'aller vers. Autrement dit, la démarche de Jean, elle se fait vraiment dans une perspective de rencontre avec une personne. Dans ce cadre, les catégories qui viennent qualifier les incapacités ou les défaillances de la personne, le trouble, la pathologie, le handicap, le manque d'autonomie, sont mobilisées comme des catégories d'action et non comme des catégories qui viennent qualifier la personne. Donc c'est à peu près le propos que tient Jean consiste à dire que dans ce cadre de la démarche de l'aller vers, la pathologie, même s'il intervient auprès d'une personne qui a des troubles, se caractérise seulement par le fait au final qu'il y a un traitement ou pas. C'est une catégorie pratique qui permet d'intervenir par le biais d'un traitement. Mais en dehors de ça, il n'y a pas lieu de considérer la personne seulement à travers sa maladie. Ainsi, tout comme Louisa, la prise en charge de Jean consiste à ne pas perdre de vue le maintien d'un équilibre, en fait. Et du coup, finalement, quand M. M fait résistance en disant qu'il ne veut pas quitter le lieu, ce que Jean voit et perçoit dans cette forme de résistance, c'est un attachement très fort au lieu. Donc dans cette perspective, et c'est aussi, tout ça, Jean aussi, il le met en place parce qu'il a aussi une démarche d'enquête
en allant voir les autres professionnels qui interviennent autour de Monsieur M et qui lui expliquent voilà, que ce monsieur est là depuis 20 ans. C'est aussi en allant interroger la personne et parler avec elle, pourquoi elle ne veut pas partir, etc. Que du coup, Jean, finalement, voit que c'est un attachement très fort et que c'est par cet attachement-là qu'on va pouvoir accéder à un mieux-être de la personne. Donc voilà, dans cette perspective, la question du transfert de Monsieur M ne peut se faire seulement au regard de la qualification des difficultés et des incapacités qui finalement l'orienteraient dans un EHPAD, mais pour Jean et Louisa, il s'agit également de prendre en considération cet attachement. Et j'en arrive très vite à ma conclusion. Je suis désolée, je n'avais pas passé la slide sur la question des attachements. Alors en conclusion, il faut que je reprenne ma bonne conclusion. Je voudrais aborder 3 points. Du coup, il me semble que la singularisation, enfin le premier, donc c'est faire équipe. La singularisation de la prise en charge. Donc aujourd'hui, les situations se complexifient parce qu'il y a cette articulation entre la question sociale, la question du trouble, la question de la santé mentale, qu'il y a une diversification des publics. Donc aujourd'hui, prendre en compte la situation dans toute sa complexité, le mode opératoire qui est proposé, c'est celui d'un travail en partenariat et d'un travail de collaboration. Donc l'enjeu d'une singularisation de la prise en charge, c'est l'enjeu d'un travail partenarial. Et dans ce travail partenarial, chacun est amené à faire valoir la conception qu'il a de la personne et de la prise en charge. Et du coup, ça, il me semble que ça se complique encore plus aujourd'hui parce qu'il ne s'agit pas seulement de collaborer entre un champ sanitaire et social, mais il s'agit aussi d'impliquer la personne, la famille, le point de vue de l'usager, le point de vue de la famille, etc. Donc ça se complexifie encore plus. Et il me semble que dans ce contexte, l'enjeu du faire équipe, ce n'est pas forcément celui d'adopter une conception de la personne ou une perspective commune pour la personne, mais c'est d'abord, avant tout, de discuter de nos points de désaccord. Donc voilà, il me semble que œuvrer pour une singularisation de la prise en charge et travailler en partenariat, ça demande d'abord tout un travail de réflexion à engager sur nos désaccords entre les différents acteurs. Voilà. Ensuite, il me semble qu'il y a un enjeu de métier. Du coup, voilà, avec le décloisonnement des différents champs d'intervention et la complexification des liens entre l'exclusion, la santé mentale, la précarité, la souffrance psychique, il y a quand même une mise en concurrence des champs d'intervention. Aujourd'hui, la pathologie, ce n'est plus forcément que le champ de la psychiatrie. La prise en charge d'une personne sans domicile fixe, ce n'est plus forcément que l'action sociale. Et puis, du coup, il y a ces différentes initiatives qui se mettent en place et qui viennent particulièrement remettre en cause l'autorité médicale. Et voilà, d'une façon générale, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus vraiment de métier qui fait autorité sur la façon dont il faudrait prendre en charge un problème. Donc, dans ce contexte, il me semble qu'il est important finalement de sortir d'une forme de concurrence entre les différents métiers. La singularisation de la prise en charge nous demande de redistribuer les rôles de chacun autour de la personne et de ses besoins. Et là où autrefois il y avait une forme de lien qui était assurée par les établissements, la définition d'un métier ou une perspective bien définie, aujourd'hui, il s'agit de s'organiser autour de la personne. Donc finalement, là où avant l'institution pouvait se réaliser à travers un projet d'établissement ou la définition d'un corps de métier, aujourd'hui, il s'agirait peut-être plus d'institutionnaliser une prise en charge autour de la personne, ou autrement dit, d'institutionnaliser la personne. Et puis enfin, l'émergence de ces nouvelles pratiques, donc habitat inclusif, chez soi d'abord, le rétablissement, elles viennent de pair avec une désinstitutionnalisation, avec une réduction des moyens et du budget. Et du coup, ça peut venir crisper les professionnels, parce que ce sont des choses aussi qui sont promues par la puissance publique. Mais ce sont, il me semble avant tout, et ça a été dit ce matin, ce sont aussi des choses qui sont issues d'expérimentations qui viennent du terrain. Donc du coup, à la base, des professionnels qui ont aussi remis en cause leurs modalités d'intervention. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, il y a aussi un enjeu pour les établissements ou les institutions à interroger la façon dont ils peuvent se réapproprier ces nouvelles pratiques et de voir comment une perspective d'inclusion, par exemple, pourrait être mise en œuvre, ou en tout cas, qu'est-ce que dans cette question de l'inclusion, en tant qu'établissement, on choisit de prendre pour changer nos pratiques dans l'institution. Voilà,
J'espère que j'étais à peu près claire. Mais si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Ben, c'est pas si vous voulez. Merci Mathilde Sorba. Merci.